Eh bien, bonjour Arnaud, et merci d'avance pour la réalisation de cette émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie. Bonjour chers auditeurs. Eh bien, nous sommes le 18 avril, il est 9 heures et nous allons, dans ce Libre Journal de Géopolitique Profonde, parler, ça ne vous surprendra pas tant que ça, de géopolitique. Nous nous interrogerons dans cette émission sur l'éventuel suicide politique de Donald Trump, en particulier en tant qu'homme politique, d'avoir interpellé, comme il l'a fait, le pape Léon XIV, et puis, je dirais, toute la séquence qui a débuté en février avec l'intervention américano-israélienne sur l'Iran, jusqu'à aujourd'hui, Trump, animal politique redoutable et redouté, qui réussit ce tour de force en 2024 de se faire réélire président des États-Unis d'Amérique après 4 ans de traversée du désert, dans lesquels aucun coup ne lui a été épargné. Et pourtant, il triomphe aux élections de novembre 2014 et se trouve à nouveau président des États-Unis d'Amérique en janvier 2025. On se disait, cet homme est inoxydable, indestructible. Rien ne lui résiste. On lui avait même, semble-t-il, volé les élections de 2020. Joe Biden, plus précisément, il était revenu triomphalement. Alors, qu'est-il arrivé à Donald Trump? Toutes les supputations sont possibles, expliquant qu'aujourd'hui, il est en forte chute. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon invité qui va le dire tout à l'heure, c'est une réalité. C'est la forte chute dans l'opinion publique américaine en particulier. C'est la plus importante pour Trump. On nous a suffisamment expliqué, bassiné sur le fait que Trump s'adressait d'abord aux Américains, qu'il ne fallait pas prendre tout au pied de la lettre de ce qu'il disait. En tout cas, s'il ne s'adresse qu'à son électorat ou qu'à son opinion publique, le moins qu'on puisse dire est qu'aujourd'hui, un certain nombre de revers sont à enregistrer dans la stratégie politique de Trump. Donc, ça va être un peu le fil directeur, le fil rouge de cette émission dans laquelle nous allons parler aussi d'actualité géopolitique. Et l'actualité géopolitique, c'est à la fois, bien sûr, toujours le Proche et le Moyen-Orient, ce qui ne nous empêchera pas de faire éventuellement une incursion sur l'Europe, sur la Russie, sur l'Ukraine, avec notre invité qui connaît aussi fort bien ce sujet. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez poser vos questions par courriel électronique. Cette émission est en direct. Donc, puisqu'elle est en direct, nous ne manquerons pas, mon invité et moi-même, de vous répondre. C'est même devenu un grand classique dans ces émissions de géopolitique profonde que d'échanger avec vous, d'échanger avec notre public et de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, questions, remarques, observations, qu'elles nous soient agréables à entendre ou moins agréables d'ailleurs. Je ne fais et ne pratique aucune forme de censure des observations et remarques que vous faites, chers auditeurs. C'est une question de principe. Nous sommes sur Radio Courtoisie, nous ne sommes pas sur une chaîne d'infos en continu, quelle qu'elle soit, nous ne sommes pas sur une radio des médias de grand chemin, nous sommes sur Radio Courtoisie, sur la bande FM, une radio libre, peut-être la dernière radio libre, digne de ce nom, digne de porter ce nom de radio libre. Vous devez être fiers de votre radio, chers auditeurs, et c'est ce qui permet justement d'avoir des émissions telles que celles que vous allez avoir encore aujourd'hui. Il est évident que l'officier supérieur que je reçois aujourd'hui n'est pas un habitué des chaînes d'infos en continu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne lui a pas proposé, mais en tout cas, en termes d'éthique personnelle, c'est le colonel Jacques Hoggard, mon invité aujourd'hui. Il est évident qu'il préfère consacrer son temps à ces médias de réinformation, à ce média alternatif qu'est Radio Courtoisie. Je salue donc dans ce livre journal de géopolitique profonde, le colonel Jacques Hoggard qui est notre invité. Bonjour mon colonel.
Bonjour, cher Nicolas Coquer. Merci de votre Colonel, invitation. écoutez, c'est un enchantement de vous avoir à chaque fois. Je tiens à le faire remarquer. Vous êtes l'inverse de ces officiers généraux de plateau, officiers d'opérette, et vous êtes un ancien, je le rappelle, officier supérieur français, ancien parachutiste de la Légion étrangère. Auteur aussi d'un certain nombre de livres sur l'Europe morte à Pristina. Vous avez écrit aussi un livre sur le Rwanda et un livre sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine. Donc vous êtes, en plus d'avoir votre expérience, vous êtes aujourd'hui un auteur reconnu en tous les cas, et auteur de plusieurs ouvrages. Il n'y aura pas, chers auditeurs, de revue de presse ce matin. Il va peut-être falloir s'y faire parce que Lara a maintenant d'autres activités à cette heure-ci. Le samedi, donc je suis moi par contre et je resterai bien présent avec vous tous les samedis matins à 9h. Mais Lara maintenant anime, hein, même le samedi, nous avons sur Géopolitique profonde, une matinale, hein, et elle est actuellement en direct. J'espère qu'elle ne me fait pas trop concurrence. En tout cas, nous sommes sur Radio Courtoisie et content de l'être. Voilà. Donc, on va tout de suite, chers auditeurs, lancer les premiers échanges avec le colonel Hogar. Mon colonel, la situation, tout de suite d'actualité, peut-être commencer par une question d'actualité. La situation actuellement en Iran, dans le Golfe, au Proche et Moyen-Orient, c'est une paix précaire, un cessez-le-feu précaire plus précisément, entre belligérants, un détroit d'Ormuz qui serait réouvert, un blocus américain qui serait en suspens sur les ports iraniens. Semble-t-il, une certaine détente dont on ne sait pas, parce qu'il y a des menaces de part et d'autre, si ce sera durable ou si la semaine prochaine, nous risquons de repartir dans un cycle de violence, de guerre entre les Américains et les Iraniens. On le sait, le cessez-le-feu est de courte durée. Il sera peut-être prolongé dans le cadre de négociations. Il y a des négociations qui ont lieu au Pakistan, à Islamabad. Quelle est votre analyse de la situation, colonel Hogar ? Écoutez, d'abord, c'est jamais simple de jouer un peu les prophètes dans une situation aussi complexe, aussi sensible. Ce qu'on peut dire, c'est que donc ce cessez-le-feu prend fin normalement mercredi, et nous sommes aujourd'hui samedi, donc il reste quelques jours. On voit qu'il y a des déclarations à la fois visant à détendre, comme vous l'avez dit, l'ambiance, si je puis dire, et en même temps, on voit toute la difficulté qu'il y a de faire des projections, parce que la rhétorique continue avec des phases de détente et des phases où, au contraire, on se raidit un petit peu. Vous avez des déclarations alors l'Iran d'abord on parlait du détroit d'Ormuz, l'Iran a réouvert le détroit d'Ormuz hier après-midi, mais les Américains, Trump ne l'a pas fait pour autant de son côté, disant que il ne rouvrirait la partie américaine du détroit d'Ormuz, donc en aval, largement en aval, ne serait réouverte à la circulation des navires qu'à partir du moment où un accord de paix serait conclu. Alors cet accord de paix, il est en suspens, c'est évident. Les discussions d'Islamabad la semaine dernière se sont terminées par un échec apparent. Ce qu'on sait, c'est que les pourparlers, les discussions continuent derrière le rideau, si je puis dire, de manière confidentielle et directe, sous l'égide du Pakistan et puis de l'Égypte et de la Turquie, qui s'étaient partie solidaire du Pakistan dans cette affaire. Alors aujourd'hui, savoir ce qui va en ressortir, je ne sais pas. On voit bien qu'il y a plusieurs hypothèses. Il y a un enjeu majeur, évidemment, c'est la libre circulation dans ce détroit d'Ormuz qui affecte profondément l'économie mondiale. C'est à la fois tout ce qui est pétrole et gaz naturel qui ne peut plus
circuler librement et sortir du Golfe Persique. Mais c'est aussi, il y a bien d'autres sujets comme les produits dérivés. Est-ce qu'on sait par exemple que le Qatar qui produit de l'hélium est indispensable pour faire fonctionner nos scanners, etc. Donc tout ça, c'est une lourde menace qui pèse et qui a déjà commencé à produire certains effets. On l'a vu avec l'emballement du prix du pétrole. Et puis dès que Trump prononce une phrase d'apaisement un petit peu, hop, les prix redégringolent. Pendant tout ce temps, finalement, l'Iran s'en sort pas trop mal. Je dirais que d'un point de vue purement, comment dirais-je, on peut dire que cette guerre de 40 jours se termine par un match nul parce que l'Iran a beaucoup souffert, mais les États-Unis ont beaucoup souffert également à travers leurs dispositifs militaires au Moyen-Orient, dans la région. Leurs bases militaires ont été touchées, des matériels sensibles ont été touchés. Je pense à ces fameux radars ANTPY2 dont le prix est $1 milliard l'exemplaire, $1 milliard l'exemplaire, et je crois qu'il y en a eu 4 certainement détruits, peut-être 5. C'est la destruction aussi d'un AWACS Sentry E3 qui est d'un prix à peu près équivalent, un petit peu moins cher, 800 000 ou 900 000 dollars. On voit bien que les Américains souffrent. 800 000 ou 900 millions. Ou 900 millions, pardon. Oui, bien sûr. Oh là, lapsus. Je ne suis pas réveillé, c'est samedi matin un peu tôt. Et puis vous me faites travailler tard aussi. Voilà, il faut rajouter 3 zéros. Mais ceci pour dire que... et puis alors il y a cette affaire de l'échec de l'opération militaire spéciale d'Ispahan, la semaine dernière également, qui s'est traduit par un désastre finalement, un désastre localisé, mais un désastre qui rappelle étrangement d'ailleurs au sein du Patagone l'opération ratée, si vous vous souvenez, de 1983 quand il fallait aller chercher les otages de l'ambassade américaine à Téhéran. Donc pour vous, c'est une certitude, cette histoire de pilote, de colonel d'un F-15 qui aurait été abattu, oui, pas loin d'Ispahan, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Le F-15 Eagle Strike a bien été abattu. Son pilote a bien été récupéré au cours d'une opération qu'on appelle Search and Rescue, qui est une opération très délicate, mais très pointue, mais qui fait appel à des moyens technologiques élevés, mais qui ne met pas en œuvre une armada, si vous voulez, sur le terrain. Or là, c'est une armada qui a été mise en œuvre, non loin de là, mais pas exactement à l'endroit où cet avion... Mais donc pour vous, il y a eu 2 opérations. Une opération de Search and Rescue, comme le vocabulaire anglais l'autorise, même sur Radio Courtoisie, parce que c'est une formule anglaise. Je paierai mon écho au cochon. Et sauver, rechercher et sauver. Ça, c'est une opération, mais il y avait, et ça, ils ne s'en sont pas vantés, une toute opération autre opération spéciale en double qui utilisait un petit peu cette opération de SCAR, on va dire, pour éviter l'anglicisme. Qui utilisait cette opération pour masquer en fait une importante opération spéciale qui a fait appel à selon les sources dont nous disposons, à 2 C-130 opérations spéciales. C'est des C-130 particuliers, spécialisés, des Black Hawk, des hélicoptères Bluebird qui sont des Lightbird qui sont des petits hélicoptères pour les opérations spéciales, des drones en capacité, dont le drone Reaper, fameux drone Reaper. Tout ce matériel a été détruit sur place. On n'a pas de volume de pertes humaines, mais on sait que c'est 200 commandos des forces spéciales américaines qui ont été engagés dans cette opération. Alors ça fait un peu beaucoup pour récupérer un colonel. D'ailleurs, on peut s'interroger sur la présence d'un colonel en binôme dans un F-15 opérant au sud d'Iran. Mais et voilà. Et je pense que cette opération a passablement refroidi le Pentagone, qui n'y était pas forcément favorable. Mais cette opération avait pour but, évidemment, d'aller chercher, d'aller s'approprier, d'aller récupérer ces fameux 430 ou 450 kilos d'uranium enrichi cachés dans la montagne iranienne. Alors, on voit bien que c'est un sujet qui reste. Ce sont des informations, colonel Hogar, qui ne sont pas exclusives de cette émission. Nous en parlons depuis un certain temps. Mais bien sûr, sur les médias
subventionné sur les médias de grand chemin. On n'en parle pas. Il n'est pas question, hein, ça c'est du pur complotisme, Oui. il n'y a eu qu'une opération et ça ne les dérange pas qu'ils soient allés secourir un colonel avec une armada entière. Bon, Oui. voilà. Alors un colonel, c'est précieux quand même, toujours, hein, il faut le rappeler. Bien sûr, voilà. C'est bon. Ça explique. Vous en Non, êtes mais un bon, vous-même. plaisanterie Donc mise à vous en part, c'est savez vrai quelque que chose. plaisanterie mise à part, c'est vrai que c'est quand même, je pense, que c'est un des éléments qui se rajoute aux autres pour dire que militairement, en tout cas, la puissante armada américaine au Moyen-Orient est tenue en échec. Et je ne sais plus qui disait, mais c'est très juste, cette phrase est très juste. La puissance militaire sans stratégie, eh ben c'est l'échec. Et c'est une vieille règle de tout l'engagement militaire. Si on n'a pas une vision politique supérieure, eh bien l'engagement militaire, quel qu'il soit, avec tous les moyens qu'on peut imaginer, est un échec. Et on en a une nouvelle fois une preuve. Ça, c'est la partie américaine. On pourrait parler Ça, aussi de la dire partie par là israélienne. ce que vous voulez dire par là, pour la partie américaine, colonel Legare, Oui. c'est qu'en fait, rien n'a été préparé. Il n'y avait pas de stratégie véritable à l'engagement des forces le 28 février. Non, et vous avez cet excellent article du New York Times, la semaine dernière aussi, la date exacte, je ne l'ai plus en tête, mais qui déroule en fait le film de cet engagement militaire américain, politique et militaire américain, au Moyen-Orient, et qui nous ramène à une personnalité qui est M. Netanyahou, et à l'influence qu'il exerce de manière très forte sur M. Trump. Ça, c'est une affaire de deux personnes, finalement. Et Netanyahou a obtenu l'engagement de la puissance américaine, la puissance visible de l'armada américaine dans cette aventure, parce que pour moi, c'est une aventure. C'était très précieux pour Netanyahou, parce que c'est la première fois que les Américains intervenaient militairement directement contre l'Iran. Mais sans préparation et sans stratégie et sans idée finalement de ce qu'ils voulaient faire. D'ailleurs, rappelez-vous, les débats dans les premiers jours de cette guerre, qui a duré 40 jours, encore une fois, les divergences d'appréciation, les retournements de veste de M. Trump, parlant un coup de regime change, deuxième anglicisme, décidément je vais cotiser à de courtoisie. De changement de régime, en tout cas. Mais de changement de régime, voilà. Et puis, vous avez le cochonnet juste devant vous, colonel. Je sais. Vous pourrez y déposer votre obol en fin Je m'acquitterai de mon obol à la fin, avec une pensée pour l'enferrer. Mais évidemment, bien sûr, il y a cet aspect-là qui est prédominant à mon avis. C'est-à-dire que cette guerre n'a pas été préparée, Vous savez, les Américains sont connus pour la planification qui est parfois lourde. Moi, j'ai vu les Américains en Somalie, il y a maintenant pas mal d'années, en 1992. C'était une planification extrêmement lourde et minutieuse, et même trop lourde, à mon avis, pour nous Français. Mais voilà, et systématiquement, ils appliquent des procédures et une planification vraiment détaillée. Là, je pense que c'est de l'improvisation, et l'improvisation qui s'est retournée contre eux, avec un certain nombre de conséquences. Leurs bases américaines dans le Moyen-Orient ont pratiquement toutes été frappées, plaçant en particulier les États du Golfe, les fameuses monarchies pétrolières, dans une situation extrêmement difficile. Les frappes iraniennes avaient l'avantage de les encourager aussi à dire aux Américains, partez, parce que vous êtes en train de nous entraîner dans la guerre, et nous ne voulons pas de cette guerre. Et en même temps, ils sont tenus, pour des tas de raisons, en particulier économiques, historiques, etc. Ces pays sont tenus, j'allais dire, presque reine courte par les États-Unis, d'une certaine manière. Donc on a une situation qui est extrêmement désordonnée, et qui, à mon avis, affole M. Trump aujourd'hui. Je pense que, comme on a pu le dire récemment, le répéter, mais je pense que c'est parfaitement vrai, je pense que M. Trump passe de mauvaises nuits à se demander où il va et comment il va se sortir de ce piège que lui a tendu Netanyahou. Alors, colonel Legare, on a eu l'impression d'ailleurs que Donald Trump commençait à monter en pression justement après cet échec d'opération spéciale, de tentative de récupération de l'uranium
Jusque-là, Trump s'était grisé. Il s'était grisé après l'opération du Venezuela, marchait sur l'eau, et on va y revenir d'ailleurs, en tout cas pensait marcher sur l'eau, avait lancé cette opération et les choses ont commencé à dérailler. Et alors à dérailler encore plus sérieusement lorsqu'il s'est agi d'essayer de réussir ce coup qui aurait permis probablement à Trump de dire eh bien, j'ai atteint tous mes objectifs de guerre et j'ai récupéré les 450 kilos d'uranium. Il aurait pu, à ce moment-là, par forfanterie et fanfaronnade, dire j'ai gagné, j'ai obtenu tout ce que je voulais, je peux maintenant quitter le théâtre des opérations. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. On voit aussi d'ailleurs dans ces cas-là, je dirais quand même, vous citez l'exemple à juste titre de ce qui est du malheur qui est arrivé à Carter dans les début des années 80. Eh bien, dans la tentative de libération justement des otages de l'ambassade des États-Unis en Iran. Eh bien, nous avions été tenus informés. On voit, j'ai envie de dire, ce qui, moi, un des éléments, en tout cas en tant que journaliste indépendant qui m'inquiète, c'est l'absence complète aujourd'hui d'indépendance des médias qui n'en ont pas. Nous en parlons, mais sinon, personne n'en parle. Et il y a une capacité aujourd'hui des pouvoirs publics, du pouvoir américain, à faire taire la vérité. À une opération telle que celle-ci, il est évident que l'opinion publique américaine, au premier chef, et l'opinion publique internationale auraient dû être informées de cette opération et ne l'a pas été, comme si finalement ce dont on ne parle pas n'existait pas. Mais en tout cas, on a pu voir le changement d'humeur de Trump à cette occasion, commencer à parler avec une vulgarité qu'on lui connaît, dont il est coutumier, du détroit d'Ormuz. Est-ce que vous allez enfin ouvrir ce putain de détroit d'Ormuz? Enfin, ce genre de formule qui montrait la perte de sang-froid de Donald Trump. Est-ce que ça aussi, d'après vous, colonel, qui avait connu des situations de tension et qui avait fréquenté aussi des hommes politiques, est-ce que ça, c'est une faiblesse particulière de Donald Trump qui montre justement ses limites en termes de sang-froid, de nerfs d'acier, lorsqu'il s'agit d'opérations qui ne se déroulent pas comme a pu se dérouler l'opération du Venezuela, par exemple, et du rapt de Maduro? Je crois que vous avez raison. En fait, c'est une question de personnalité profonde. Alors, ce personnage qui n'a rien au départ d'un politicien ou d'un stratège est un homme d'affaires, c'est un businessman. Troisième anglicisme. Et je m'arrêterai là, c'est promis. J'espère bien. Mais ce personnage est doté d'un ego faramineux, si je puis dire. Et l'échec, il en a horreur. Et là, pour la première fois, ça lui échappe, la situation lui échappe. Vous avez raison de citer Maduro, ce qui s'est passé au Venezuela. Non pas que j'ai des sympathies particulières pour le président Maduro, mais ce qu'il a fait est un acte de violation incroyable du droit international. Enlever un président en exercice dans un État souverain. Et le jeter en prison. Et le jeter en prison. Et d'ailleurs, on verra comment ça évolue, parce que je crois qu'ils sont bien embarrassés. Les juristes américains sont quand même bien embarrassés. Bon, on verra comment ça évolue. Mais oui. L'opération elle-même a été militairement réussie, au prix quand même de quelques pertes côté vénézuélien et cubain, puisque les gardes du corps de Maduro étaient des Cubains. Mais il n'en a rien à faire, ça, c'est pas son problème. Il a gagné. Alors là, c'est tout à fait différent, parce que il pensait mener une guerre éclair en Iran. Il a suivi les conseils de son ami Netanyahou, qui lui a dit on va frapper de manière très forte dès le premier jour, quitte à commettre d'ailleurs un crime de guerre en réduisant en cendres une école de jeunes filles pour à peu près 190 morts de gamines innocentes, hein, et en tuant le guide suprême de la révolution, l'ayatollah Khamenei. Et ils pensaient que ça allait régler le problème. Mais ils ne connaissent rien à rien. Ils sont illettrés. Ils ne connaissent pas l'Iran. Ils ne connaissent pas la culture iranienne, la culture perse. Ils ne connaissent pas les caractères fondamentaux et dominants de ce peuple. Et en tuant l'ayatollah Khamenei, au lieu de semer le désordre et le chaos dans le pays, ils en ont au contraire reconstitué la cohésion
la solidité autour de ce pouvoir tellement honni en Occident. Et ça, c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Et vous avez un régime iranien qui est parfaitement organisé, qui est, je dirais, même sophistiqué, et qui a donc montré toute sa résilience. Depuis, on peut tuer les dirigeants, ils en ont tué un certain nombre, immédiatement, le pays continue à fonctionner. Et c'est même peut-être, je dirais, radicalisé en termes de dureté de langage et de dureté de réaction, du fait justement de cette arrogance et de cette violence. L'ayatollah Khamenei n'était pas dans un bunker au 3e sous-sol d'un état-major quelconque. Il était chez lui, entouré de sa famille, et une grande partie de sa famille a été tuée dans cette affaire. Parce que la notion de martyr, dans l'islam chiite, en particulier iranien, est une notion qui est mise en valeur. On a en fait affaire à un monde désincarné, matérialiste, qui ne comprend pas qu'il y ait encore des espaces dans ce monde où les gens placent Dieu et au-dessus de tout, et la vie comme étant une valeur relative. Et en fait, c'est l'erreur de calcul profonde de Trump et de Netanyahou, c'est de ne pas avoir compris à qui il s'adressait, d'avoir sous-estimé cet ennemi en pensant qu'il s'agissait d'un peuple finalement un peu sous-développé. Il suffirait de tuer ses chefs et de matraquer son régime, entre guillemets, pour qu'il demande la manne et qu'il lève les mains. Eh bien, c'est pas le cas. Et ça, Trump en est furieux en réalité, et il perd les pédales. Ces écarts de langage, tout azimut, y compris pour notre pauvre Monsieur Macron, excusez du peu. Oui, alors voilà, il dit d'Emmanuel Macron, qu'il est maltraité par sa femme et qu'il a du mal à se remettre de la dernière manchette subie à Hanoï sur le tarmac de l'aéroport. Alors quoi qu'on pense de M. Macron et de son épouse, je veux dire, c'est quand même inapproprié sur le plan diplomatique à l'égard de quelqu'un qui n'est pas son ennemi, a priori. Donc, c'est aussi, à mon avis, mon colonel, si je peux me permettre, assez inapproprié et assez saugrenu que cette manchette de Brigitte Macron sur Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a ça. Oui, bien sûr. Mais là, le gars qui a ouvert la porte de l'avion au mauvais moment est quand même largement responsable aussi, hein, ainsi que les caméras qui étaient braquées sur la porte. Mais bon, ah bah oui. C'est un vrai sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est, vous voyez, Trump donne l'impression de perdre les pédales, s'il faut dire les choses comme. Alors voilà. Et ça, c'est très grave, parce qu'il est quand même le président d'une nation qui compte sur la surface de la Terre. Et là, sur ce point, c'est là que l'on peut se demander si nous ne sommes pas sur une sorte de suicide politique de Donald Trump, parce qu'il y a, après, cet irréparable commis vis-à-vis du pape Léon XIV. Il n'apprécie pas que le pape Léon XIV lui fasse la leçon, alors qu'on peut dire qu'il est dans son rôle. Oui. Et donc, il va lui répondre de façon telle que c'est finalement l'électorat, j'ai envie de dire, de Donald Trump, qui est aujourd'hui une partie de cet électorat MAGA, entre autres, on peut développer, qui est aujourd'hui mis en cause. Oui, et en fait, ça avait commencé avant cet épisode avec le pape. Ça a commencé même largement avant. Son électorat MAGA avait commencé à se poser des questions avec cette guerre. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, Donald Trump prétendait postuler pour le prix Nobel de la paix. Alors si on devait lui attribuer aujourd'hui un prix Nobel, ce serait plutôt le prix Nobel de la guerre. Et son électorat a évidemment encaissé cette volonté guerrière subite de Trump, qui s'est manifestée bien sûr au Venezuela, ensuite avec l'épisode du Groenland, qui pour le moment est gelé, c'est le cas de le dire, avec son échec finalement en Ukraine, cette paix qu'il devait ramener en 8 jours et qui finalement n'est toujours pas là de manière probante, et puis maintenant cette aventure au Moyen-Orient qui est quand même dramatique. Là ce sont des milliers de morts, des milliers de blessés, c'est un Liban agressé dans des conditions épouvantables. Alors on me dira qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé hier, mais bon. Et on voit bien que
l'effritement, on va dire. Avant de parler d'effondrement, on verra, mais l'effritement du socle électoral de Trump est commencé. Alors évidemment, l'épisode avec le pape, mais là aussi, c'est pas le pape qui l'a provoqué. C'est les déclarations de Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre. Ce sont les positions un petit peu pas très claires de J.D. Vance, le vice-président, qui ont amené, quand on se réclame de Jésus-Christ pour aller tuer son prochain, le pape se devait de réagir, si vous voulez. Or, il ne s'agit pas en fait du même Jésus-Christ. Il y a le Jésus-Christ des WASP, des White anglo-saxons protestants, qui sont au pouvoir aux États-Unis, et puis il y a le Jésus-Christ des catholiques et des chrétiens orthodoxes qui leur sont très proches. Et on voit bien, cette opposition est fondamentale. Il est en train de perdre cet électorat qui était par nature tourné vers lui, parce que sur le plan sociétal, par exemple, il avait rappelé un certain nombre de vérités, Trump. On s'en réjouissait tous. La famille, c'est un père, une mère, des enfants, etc., etc. Le respect de la vie. Bon. Et en fait, en réalité, jour après jour, il se dévoile comme trahissant ses engagements de campagne, que ce soit vis-à-vis de la paix, vis-à-vis de la non-ingérence de la nation américaine dans les affaires du monde, que ce soit maintenant dans la conception qu'il a même du christianisme. Et il balance ça à la figure du pape. Le pape réagit, et réagit d'ailleurs avec beaucoup de calme et de componction, hein, on peut dire, parce que il a dit qu'il n'avait pas, ça lui posait pas de problème d'avoir un affrontement avec l'administration Trump, et que ça le laissait tout à fait de marbre. Bon, voilà. Mais moi, je pense que sur le fond, c'est ravageur pour l'électorat, la base électorale américaine de Trump. Et je pense, si vous voulez, mais c'est un avis personnel... l'électorat sud-américain qui est catholique et qui ne peut pas supporter, à mon avis... En particulier, effectivement, les latinos, qui sont très nombreux maintenant aux États-Unis, on dit que l'espagnol... Et qui ont voté pour lui majoritairement. Et qui ont voté pour lui majoritairement, bien sûr, et qui sont catholiques de manière très, très largement majoritaire. À mon avis, ça passe pas, si vous voulez. Donc je pense qu'il risque très fort, on verra, de perdre ces élections de mid-term en novembre, qui le placera dans une situation infernale. Et vous avez d'ores et déjà... alors le clan démocrate s'agite beaucoup aujourd'hui en demandant sa destitution pour défaillance mentale, parce que c'est sur la place publique aux États-Unis aujourd'hui. Et se joint à ce mouvement certains élus républicains aujourd'hui. Alors il y a son âge peut-être qui joue, mais je pense qu'il y a davantage. Il y a cette personnalité qui ne souffre pas la contradiction ou l'échec, et qui à ce moment-là devient ordurier, grossier, vulgaire, pardonnez-moi l'expression, pète les plombs, si je puis dire. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec notre cher Donald Trump. Voilà, mais alors, ce pétage de plomb, il faut voir en cela plutôt une perte de contrôle, ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème de dégradation de facultés, parce que ça paraît complètement fou d'avoir commis une erreur pareille. Oui, mais l'erreur, elle est au départ. Si vous voulez, je pense qu'il a dû se rendre très rapidement compte de l'erreur qu'il avait faite en s'engageant dans cette guerre. Je pense que ça a dû commencer à germer dans son esprit le lendemain, c'est-à-dire le tout début du mois de mars, en fait. Il a dû réaliser qu'en fait, il s'était lancé dans une aventure qui risquait de pas... Et ça lui avait été dit avant le déclenchement par son chef d'état-major interarmes, le général Duncan, qui le lui avait dit clairement, attention, on va avoir un certain nombre de problèmes. D'abord, c'est très loin, c'est un théâtre qui est très éloigné, on a de mauvais souvenirs des théâtres aussi éloignés, que ce soit le Vietnam ou l'Afghanistan. On va avoir des problèmes logistiques importants, d'approvisionnement en munitions, et en particulier d'approvisionnement en munitions sensibles, comme les missiles antimissiles, qui manquent d'ailleurs aujourd'hui. Hein. C'est aussi pour ça que cette trêve proposée par Trump, imposée à Netanyahou et acceptée par l'Iran,
a eu lieu finalement. C'est parce que il y avait un vrai problème à régler, un problème logistique, je pense, qui permet, dans le secret des états-majors, de se dire on va pouvoir utiliser ce temps pour se remonter en puissance, etc. C'est vrai pour tous les côtés à la fois, hein, d'ailleurs. Mais je pense qu'il a parfaitement compris tout ça. Et là, il est perdu, en fait. Il est perdu parce que il a horreur de perdre la face. Et il fait perdre la face aux États-Unis, mais il perd la face personnellement. Et c'est peut-être plus grave pour lui dans son esprit, d'ailleurs, à mon avis. Parce que le patriote américain, je pense qu'il est d'abord trumpiste avant d'être patriote américain. Hein. Donc, moi, je pense qu'il a son âge. C'est vrai que... Il va sur 80 ans, il a 79 ans. Il a pas loin de 80 ans, effectivement. Il mène une vie fatigante. Il est ou en déplacement à travers les États-Unis ou à travers le monde. Il est soumis à une pression intense de tous les instants, avec les décalages horaires. Et je pense qu'il dort très mal. Il dort très mal dans tous les sens du terme. Et je pense que ce personnage, c'est la thèse avancée par ses ennemis politiques aux États-Unis aujourd'hui. Ce personnage commence à donner des signaux de faiblesse qui ressemblent un peu à ceux de Sleepy Joe Biden à une époque. Hein, qui était un peu décroché. Alors, il n'en est pas encore là, mais ça pourrait très bien tourner de la même manière. Ce serait une véritable malédiction pour les Américains après Biden. Oui, ça veut dire qu'il faudrait que les Américains se disent qu'ils ont besoin d'un renouvellement de leur personnel politique, mais c'est triste à dire, mais oui, c'est vrai, la vieillesse est souvent un naufrage. Moi qui commence à avoir quelques années sur le dos, si vous voulez, je commence à me dire que je suis moins alerte qu'il y a 10 ou 15 ans. C'est comme ça. La vie est ainsi faite. Donc il faut accepter à un moment donné de se dire qu'on est peut-être à un moment charnière de sa vie et de ses limites. 80 ans, c'est quand même pas mal pour un chef d'État. Tout le monde n'est pas en mesure physiquement et intellectuellement de tenir le choc de la responsabilité d'un pays comme les États-Unis, surtout quand on le projette dans la guerre, hein, finalement, avec des enjeux mondiaux qui sont colossaux quand même. Alors oui, peut-être que finalement, nous assistons par rapport à ce que vous dites, être la nécessité de renouvellement du personnel politique, à des fantômes politiques, le fantôme du néoconservatisme démocrate avec Biden, et puis cette espèce de réaganisme belliqueux singé par Trump qui espérait marquer l'histoire des États-Unis et qui est en train aujourd'hui finalement de précipiter l'impérialisme américain dans la faillite. Pensez-vous que... Alors là, sur ce sujet, colonel Hogar, il y a des querelles de géopolitologues entre ceux qui considèrent que Trump est dans une logique d'acceptation à terme du monde multipolaire pour se recentrer sur la sphère occidentale, ouais. Et puis ceux qui considèrent, et aujourd'hui qui ont le vent en poupe suite à son intervention en Iran, qu'au contraire, l'impérialisme américain, à défaut d'avoir de beaux restes, a en tout cas la vie longue. Oui, c'est un débat, effectivement. Au départ, on pouvait imaginer que dans sa tête, il y avait un certain recentrage, en particulier sur le continent américain, et avec une Europe vassalisée qu'il avait toujours, enfin, qui était connue des Américains, qui était un principe même fondamental des alliances américaines. C'était une Europe, mais une Europe vassalisée, une Europe aux ordres, via l'OTAN. Bon. Alors ça bouge quand même, là, ça remue. Ça remue tellement qu'il en est même à dire j'ai envie de quitter l'OTAN, je vais vous laisser vous débrouiller, vous les Européens, c'est fini. Il faut se connecter. Vous vous débrouillerez, etc. Pardon, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, je dois gérer deux choses en même temps. Excusez-moi, mon colonel. Non, je vous en prie, je croyais qu'il y avait un problème technique. Et donc, non, aucun problème technique. Je vous en prie. Et donc, ça, on imaginait que finalement, en gros... je vais me recentrer sur le continent américain, du nord au sud, du Groenland finalement à la Terre de Feu, et puis ça m'ira bien, évidemment avec un certain nombre
vassalisation à maintenir et à poursuivre en Europe de l'Ouest en particulier. Je laisserai Poutine et l'Ukraine, etc. Mais mon vrai problème, c'est la Chine. Bon, je pense qu'il a hésité. Je ne pense pas qu'il ait de ligne de conduite bien tracée dans tout ça, parce que lui, ça n'est pas un géopolitologue. C'est encore une fois un homme d'affaires. Donc, je pense que derrière toutes ces agitations, il a un sujet qui le préoccupe beaucoup, c'est l'hégémonie américaine et l'hégémonie du pétrodollar, en fait. Et il s'agit de sauver le pétrodollar. Et donc, toute son action aujourd'hui, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est rallié assez facilement à son ami Netanyahou, qui n'avait pas les mêmes motivations, c'est effectivement le pétrole. On voit que c'est la raison de son intervention au Venezuela, c'est probablement en fait la raison de son intervention en Iran. Il s'est dit, oui, Netanyahou a raison, une intervention militaire rapide, violente, définitive, va nous débarrasser d'un régime qui nous est hostile, et on va mettre un pantin, une marionnette qui nous sera favorable au pouvoir à Téhéran. Alors c'était le jeune Reza Pahlavi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais c'était ça son schéma. Et en fait, il s'aperçoit que ce schéma ne tient pas. Alors il est embarrassé, il a en fait en toile de fond, il y a la Chine qui le préoccupe beaucoup. Je pense que c'est les raisons de son agitation aussi diplomatique. Hein. Et puis, bien entendu, il y a cet axe Russie, Chine, Iran qui s'est établi et qui peut lui amener quelques soucis, c'est évident. Je pense que dans les dernières actions menées par l'Iran, l'action militaire menée par l'Iran, on peut y voir la marque du renseignement russe et de la technologie chinoise. Et donc, et ça, il le sait parfaitement. Donc, si vous voulez, voilà des éléments d'inquiétude pour lui profonds qui peuvent l'amener à souhaiter une paix, mais alors en sauvant la face, en lui permettant de dire que cette paix, c'est lui qui l'a provoquée et que c'est lui qui en est le bénéficiaire. Hein, parce que ça, c'est très important pour lui. Plus que la réalité des faits, c'est l'apparence qu'on va leur donner, le message qu'on va faire passer à l'opinion mondiale. Oui, on est en Occident, bien évidemment. Donc, il faut il faut sauver. Et puis, il faut sauver la face pour Trump. Et ce n'est pas nécessairement la chose la plus facile, même si on voit bien que les Iraniens ne le poussent pas dans ces derniers retranchements. Eux-mêmes sont de toute façon soumis à des tensions qui sont fortes. Un auditeur... alors, est-ce qu'il y a un problème de connaissance, justement, des Français, enfin des Occidentaux plutôt, vis-à-vis de l'Iran? Cet auditeur pose la question. Khamenei martyr, point d'interrogation. Dites-vous et disent les musulmans, mon colonel. Contrairement aux catholiques qui ne doivent pas rechercher le martyr, mais l'accepter lorsqu'il survient, nous dit cet auditeur, l'attitude du guide musulman ressemble à un suicide, surtout en sacrifiant sa famille, bien courtoisement. Alors cet auditeur, lui, pense qu'on ne peut pas parler de martyr, d'autant plus que sa famille a été sacrifiée. Mais écoutez, on ne va pas rentrer dans un débat théologique. Moi, je suis catholique, hein, et puis je suis catholique plutôt avant Vatican II, hein, si vous voulez. Mais je connais bien l'Iran, je connais bien j'y suis allé de nombreuses fois. Je partage pas leur foi, je partage pas leur culture, mais j'essaie de la comprendre et de la connaître. Et ce que je vous dis, c'est pas un parti pris, c'est une explication. Je pense que le chiisme, en particulier le chiisme duodécimain, dont le chef spirituel, plus que le guide politique de la révolution, le chef spirituel était l'ayatollah Khamenei et son successeur, ces gens-là ont une idée du martyr qui les a poussés à ça. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est la vérité et que l'erreur stratégique de Trump et Netanyahou est de ne pas connaître ces choses-là. Quand on veut s'attaquer à quelqu'un, on ne le sous-estime pas, on ne se fait pas de lui, comme disait Bossuet, l'idée qu'on veut en avoir, mais l'idée qui est la plus réaliste et la plus véritable possible.
Et je pense que ça n'a pas été fait par ces brillants stratèges américano-israéliens. Voilà. Très bien. Alors, il y a plusieurs questions d'auditeurs. Ce que je propose, là, puisqu'il est, il est l'heure de passer le très court Bobino, c'est de se retrouver, mon colonel, tout de suite après ce court Bobino, avec d'autres questions d'auditeurs, si vous le voulez bien. Entendu. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Nous sommes en compagnie du colonel Jacques Hoggard. Et oui, évidemment, comme vient de le dire ce petit et court Bobino, eh bien, il faut aider votre radio, car si vous voulez des émissions telles que celle-ci, eh bien, ce n'est pas sur une chaîne d'infos en continu, ni sur aucune grande radio que vous pourrez les entendre. Ça, c'est clair. Donc, eh bien, il n'y a d'autre solution que de soutenir votre radio. Alors, qu'est-ce que je voulais voilà, les questions des auditeurs. Alors, un auditeur, ça, c'est une question assez classique auquel on peut donner tout à fait droit, qui, à mon avis, a des failles considérables que le colonel va exploiter, mais enfin, voilà la question de cet auditeur. Un pays qui accumule les armes, donc je pense qu'il parle de l'Iran, qui en regorge et qui en prépare encore de plus redoutables. 3 petits points, alors que la France n'en aurait que pour 3 jours. Pensez-vous qu'il fallait attendre tandis qu'il se faisait de plus en plus menaçant? Ça ne vous rappelle rien? Donc ça, je suppose qu'en fait, le parallèle qu'essaie de faire notre auditeur, c'est le parallèle entre la montée de la puissance. La Russie par rapport à l'Ukraine. Qui se prépare, qui est plus et avec les Américains par rapport à l'Iran. Il essaie d'expliquer, je pense, mais c'est vraiment pas très clair, cher auditeur. N'hésitez pas à nous renvoyer une question si je l'ai mal compris, parce que vu comme ça, c'est pas évident du tout à comprendre. J'ai l'impression que l'auditeur est en train de justifier l'intervention américaine, mais je me trompe peut-être. C'est ce que je comprends aussi. Sur l'intervention israélo-américaine sur l'Iran, de l'opération spéciale russe sur l'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez à... en tout cas, ce parallèle parfois est fait, qu'est-ce que vous auriez à répondre, mon colonel? Alors, je pense que c'est encore un bel exemple de la désinformation qui frappe notre chère France et ce qui reste de notre ancien Occident. En réalité, si vous regardez d'abord la guerre en Ukraine et la responsabilité, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre il y a 2 ans maintenant, c'est pour rappeler que finalement, la Russie, qui est maintenant très armée, surarmée, on va dire, et qui en même temps a des grosses difficultés à régler militairement cette affaire de guerre en Ukraine, parce qu'elle se trouve confrontée de fait à une coalition qui est l'OTAN, qui porte l'Ukraine à bout de bras, autant financièrement qu'en matière de renseignement, qu'en matière opérative sur le terrain. La Russie a été poussée à cette guerre par l'OTAN, qui voulait cette guerre depuis finalement la fin de l'Union soviétique, et en particulier depuis l'opération de Maïdan, le putsch de Maïdan en 2014. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains eux-mêmes qui le disent. Alors si aujourd'hui la Russie s'est réarmée et surarmée, la responsabilité de cette affaire vient de l'OTAN. C'est une chose. Et l'attitude française, à mon avis, dans cette affaire est pitoyable, puisqu'elle consiste à aider un des belligérants, et qui n'est pas, à mon avis, le plus intéressant des deux. C'est un avis personnel. Si on revient à l'Iran, si notre auditeur vise l'Iran en disant que l'Iran regorge d'armes, eh bien, l'Iran, c'est un immense pays qui fait 4 fois la France à peu près en superficie, 90 millions d'habitants, première réserve de gaz mondiale, deuxième réserve ou troisième réserve de pétrole au monde, qui intéresse beaucoup les États-Unis d'Amérique depuis des décennies. Et c'est la raison pour laquelle, depuis cette révolution islamique de 1979, a été faite en fait pour
des raisons nationalistes en réalité, s'abritant derrière la tradition religieuse chiite, culturelle chiite du pays. Mais en réalité, l'Iran n'a jamais eu d'autre projet que d'être une puissance régionale reconnue. C'est la raison pour laquelle Israël ne peut pas la supporter, cette puissance régionale, et qu'elle lui voue une haine inexpiable. Au milieu de monarchies du Golfe Persique qui sont totalement américanisées et occidentalisées, d'ailleurs dans tous les sens du terme, et pas les meilleures. Et l'Iran, en fait, comment dirais-je, c'est quelque chose d'incompréhensible aujourd'hui pour les Occidentaux. Mais c'est pas une puissance militaire menaçante, hein. L'Iran n'a pas développé l'arme nucléaire. Elle aurait pu le faire. Elle n'a pas développé l'arme nucléaire. Le nucléaire a été introduit en Iran par le Shah d'Iran, qui a été renversé en 1979. Aussitôt arrivé au pouvoir, le pouvoir islamique de l'ayatollah Khomeini, puis de l'ayatollah Khamenei, a déclaré une fatwa, c'est-à-dire l'armement nucléaire est interdit pour des raisons morales et religieuses, interdit. Donc ils n'ont pas développé cet armement qui aurait pu traduire une volonté hégémonique très forte et agressive sur les pays de la région. Ils se sont contentés de développer des capacités missilières de très bon niveau. Et ils sont à la pointe de tout ce qui est missile. Et d'ailleurs, on en voit la preuve depuis. Mais c'est une arme défensive. Ils n'ont jamais attaqué leurs voisins. Ils utilisent aujourd'hui leurs missiles. Et Dieu sait si, à mon avis, ils ont de la ressource. Parce qu'effectivement, ils se préparaient à cette guerre depuis des décennies. Ils savaient qu'à un moment donné, Israël et les États-Unis pourraient les attaquer de manière massive et violente. Et je pense qu'à ce moment-là, leurs stocks aujourd'hui sont bien constitués et ne sont pas prêts de s'épuiser, hein. Ce que n'avaient pas non plus estimé les stratèges américains et israéliens en se lançant dans cette aventure. Voilà ce qu'on peut dire. Donc je pense qu'il faut remettre les choses à l'endroit, il faut remettre l'église au milieu du village, les pendules à l'heure, si vous voulez. Il n'y a pas une volonté guerrière expansionniste de l'Iran. L'Iran veut simplement tenir sa place au Moyen-Orient, faire du commerce avec le monde entier, utiliser enfin les ressources naturelles qui sont considérables et qui sont paralysées par les sanctions qui leur sont imposées depuis 1979. On avait une occasion unique en 2015 quand il y a eu l'accord signé du JCPOA sur la limitation de la recherche nucléaire en Iran, surveillée par l'EIEA. Tout ça fonctionnait parfaitement. Et c'est en 2018, M. Trump, qui a pulvérisé cet accord au nom des États-Unis, ramenant, si vous voulez, la situation à une situation de conflictualité dont nous avons aujourd'hui l'aboutissement. Mais il faut remettre les choses à leur place. Honnêtement, l'histoire ne ment pas, hein. Il suffit de se référer à la chronologie et aux faits. Alors, moi j'ajouterais en tout cas que très clairement, si on suit cet auditeur, un pays qui accumule les armes, qui en regorge et qui en prépare encore de plus redoutables, alors que la France n'en aurait que... Voilà. Pensez-vous qu'il fallait attendre tant qu'il se faisait de plus en plus menaçant? Si c'est pour nous expliquer qu'il faut faire des guerres préventives, ce qui est complètement en contradiction avec le droit international, mais même, j'ai envie de dire, avec la paix dans le monde. C'est-à-dire que le jour où vous commencez, chers auditeurs, à faire des guerres préventives, le monde entier devrait être en guerre déjà contre les États-Unis d'Amérique. Voilà un pays, alors là, qui colle totalement à la situation, qui accumule les armes, qui a de loin le premier budget, qui à lui seul a à peu près le budget de l'ensemble de la planète sur le plan militaire, hein, qui en regorge, qui en prépare de plus en plus redoutables, et qui se fait de plus en plus menaçant. De plus en plus menaçant, par exemple, l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Donc là, vous avez vraiment un pays, dans ce cas-là, en termes de guerre préventive, où vous pourriez bien vous en prendre à ces pays-là. Et je dirais que dans le monde, bien, le monde serait à feu et à sang si tout le monde se comportait comme le fait par exemple Israël, c'est-à-dire qui détient l'arme nucléaire, je le rappelle, hein, en termes d'armes redoutables. Ils ont des armes autrement plus redoutables que les Iraniens. Eh bien, si tout le monde se comportait comme le faisait Israël, le monde serait à feu et à sang.
C'est une évidence. Je À mon partage, avis. je partage à 100% cet avis. Et merci, mon colonel. Alors, autre question d'un auditeur. Voilà, intervention en direct. Cher Nicolas, merci de recevoir le colonel Hogar. Ce suicide politique est pour moi une énorme déception. Quel gâchis! Trump Partagé. obère tout l'héritage conservateur et en particulier la faculté de J.D. Vance à le faire fructifier. Je pense que Trump est tout simplement envoûté par son entourage israélien et par son entourage pentecôtiste complètement cinglé. Paula White en premier lieu. Malgré tout, je lui sais gré d'avoir permis un renversement culturel sur l'avortement. Moi, j'ai envie de dire sur le woke, sur le LGBT aussi. Ça, c'est tout à fait exact, cher auditeur. Question, le camp républicain est-il mort? J.D. Vance coulera-t-il avec le navire? C'est une question. Moi, je ne suis pas un spécialiste des États-Unis. C'est une question qu'on pourrait poser, par exemple, à notre ami Nicolas Mirkovitch, qui est très, très branché sur l'actualité. Oui, absolument. Et son livre, L'Empire. Sur l'Amérique Empire. Oui, l'Amérique Empire. Jeu de mots, mais très, très, très intéressant. Ouais. Moi, je pense que. Alors, partage complètement la déception de cet auditeur. Je partage aussi sa satisfaction maigre sur la destruction du wokisme, au moins dans les mots, parce qu'elle peut avoir un effet sur nous à retardement. Sauf que finalement, c'est un gâchis épouvantable qui se produit 15 à 16 mois après son retour au pouvoir, et que la personnalité de J.D. Vance, sur laquelle je comptais beaucoup, me semble un petit peu fragile. On le voit à travers ces derniers événements où sa position n'apparaît pas vraiment très clairement. En particulier avec le pape. Moi, ça me choque. On peut pas se dire catholique et en même temps, même si c'est de fraîche date, c'est son cas, et en même temps avoir l'air de dire au pape va t'occuper de tes affaires. Parce que, comme vous l'avez dit, Nicolas, il y a quelques instants, à propos de la question précédente, derrière tout ça, c'est la menace d'une troisième guerre mondiale qui est là, qui pèse. Il faut dire les choses comme elles sont. Une guerre mondiale qui serait ravageuse, épouvantable pour l'humanité. Donc on peut pas souhaiter ça. Moi, en tant que soldat, je l'ai toujours dit et je le redis, la diplomatie vaut mieux que la guerre. La diplomatie vaut mieux que la guerre. Et la diplomatie doit donner tout ce qu'elle peut donner jusqu'au dernier moment. La guerre ne peut être que juste et que la dernière extrémité. C'est vraiment les conditions fondamentales. Donc, oui, je suis infiniment déçu et oui, je suis inquiet pour le devenir des États-Unis dans les mois et les années qui arrivent. Oui. Qu'est-ce que vous... Alors, pour revenir sur le pape, je donnerai droit aux autres questions d'auditeurs. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions, chers auditeurs, et il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, mais qui défendent Trump face à Léon XIV, en disant le pape Léon ne s'exprime sur un sujet sur lequel il devrait rester, je dirais, plus réservé. Il ne devrait pas intervenir sur le théâtre politique. Ça, c'est la première critique qui lui est faite, que J.D. Vance lui fait d'ailleurs aussi, en disant il devrait faire attention en matière de théologie. Bon, là, j'avoue que c'est fort de café. En tout cas, J.D. Vance, fraîchement catholique, converti, reproche au pape d'intervenir dans ce domaine qui est le domaine politique. Et puis, alors, ça c'est la première base, et puis il y en a d'autres qui vont encore plus loin, qui donnent carrément des leçons au pape. Par exemple, Éric Zemmour, qui a expliqué que le pape Léon considérait qu'on ne peut pas faire la paix par la force. Zemmour dit au contraire, le grand défenseur du judéo-christianisme, plus judéo que christianisme, en tout cas quant à sa critique du pape, c'est pas étonnant.
qui lui reprochent carrément au pape de ne pas... et aussi ceux qui reprochent au pape de ne pas défendre les chrétiens, de ne pas défendre les catholiques dans le monde et de se réveiller lorsque les Israéliens et les Américains attaquent le régime des Mollahs. Qu'est-ce que vous répondez à cet ensemble de critiques classiques au sein d'une certaine droite? Moi, je vois deux choses. D'abord, il y a cette affaire de remise en cause du pape. Le pape est, à mon avis, l'autorité, peut-être à mes yeux de catholique, qui est fondée à s'exprimer sur l'avenir du monde et le destin du monde et les risques et les menaces et les dangers qu'il menace. Aujourd'hui, on a sur la guerre en particulier, les grands docteurs de l'Église ont beaucoup écrit, et il y a une excellente synthèse qui a été faite, je crois, il y a 1 an ou 2, dans un livre publié par un de mes camarades, le colonel François-Régis Legrier, qui traite de la question de la guerre juste ou de la guerre injuste. Et je pense que c'est fondamental. Le pape n'a pas à être contre la guerre, il est contre la guerre injuste. Et quand on voit ce qui se passe au Liban, en particulier, mais dans toute la région, quand on voit ce qui s'est passé à Gaza, quand on voit ce qui se passe en Cisjordanie tous les jours, les exemples abondent, en particulier pour un chrétien, des exactions graves, des crimes de guerre, commis par Tsahal, par l'armée israélienne, non seulement vis-à-vis des populations musulmanes, mais vis-à-vis des chrétiens de la région. Et je pense qu'Israël n'aime pas les chrétiens. On en a encore des exemples. Le mausolée détruit au sud Liban, le mausolée de Saint-Pierre détruit au sud Liban il y a quelques jours, gratuitement. Mais il y a des exemples à l'appel. La fermeture à Jérusalem pour du Saint-Sépulcre, pour la fête des rameaux. Ce qui a suscité un mot fort du patriarche latin de Jérusalem, qui a dit c'est Satan qui veut régner là où le Christ a enseigné. Bon, c'est très fort. Bon, donc si vous voulez, je vais reprendre quelque chose que j'ai dit qui m'a valu des accusations. C'est le patriarche de Jérusalem, là, c'est quelqu'un qui connaît la situation, qui est sur place. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'on me traite pas d'antisémite, je suis pas antisémite, je suis antisioniste, vraiment clairement. Et j'ai pu le dire. Je suis désolé, mais le mot judéo-christianisme me fait bondir aujourd'hui, me révolte. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de, nous sommes héritiers de la civilisation grecque et romaine, façonnée par le christianisme. Ça, c'est la réalité. Alors que le christianisme et sa part d'Ancien Testament, c'est bien connu. J'ai rien contre le judaïsme, mais le judaïsme, comme le disent beaucoup de juifs aujourd'hui, n'a rien à voir avec le sionisme. Et vous avez des mouvements dans le monde de juifs qui sont des gens parfaitement honnêtes et droits et qui se révoltent contre la politique expansionniste, colonialiste d'Israël aujourd'hui, que ce soit à Gaza, où il s'agit d'éradiquer finalement une population locale, que ce soit en Cisjordanie, c'est la même chose. Le village de Taïbé, un des plus vieux villages chrétiens de Palestine, aujourd'hui est directement menacé. Son curé catholique est venu à Paris il y a quelques semaines pour alerter l'attention sur ce... Et évidemment, personne n'en parle de ça. Personne n'en parle. C'est là aussi omerta des médias mainstream sur ces questions-là. C'est politiquement incorrect. Mais je suis désolé, il y a un problème. Et tout le monde ignore ce problème. Et alors, il faut le regarder en face. Moi, je pense que l'attitude guerrière, impérialiste, conquérante du trio qui est à la tête de l'État d'Israël aujourd'hui est gravissime. Il faut relire et réécouter. Alors vous entendez le trio, c'est Netanyahou, Smotrich, Ben Gvir. Bien sûr, c'est le trio infernal. Il faut relire la... Ben Gvir, c'est Forces Juives, c'est ça, c'est ce parti. Oui, c'est le parti nationaliste juif en fait, mais qui
Enfin, l'extrême je dirais droite. pas parti nationaliste juif, je dirais parti nationaliste sioniste, en fait. Parce que c'est pas le Sioniste révisionniste. Oui, et en plus. Mais si vous voulez, vous avez... moi, je dis qu'il faut absolument que nos compatriotes relisent, gaullistes ou pas gaullistes, relisent ou réécoutent, parce qu'on trouve facilement sur YouTube, le discours de la conférence de Gaulle en novembre 1967, après la guerre des 6 jours, où il décrit la situation qui n'a pas changé d'un iota aujourd'hui. Ce qu'il dit est d'une actualité brûlante. Et il le dit avec la légitimité que lui confère sa culture générale qui est réelle. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais il le dit de manière très claire et très posée. Et tout est dit en quelques phrases. Voilà. Je pense qu'il faut revenir à des réalités. Il faut arrêter d'être dans un monde virtuel, dans un monde de communication où on fait dire aux mots le sens qu'ils n'ont pas. Il faut revenir à des choses bien posées. Voilà. Comment expliquez-vous, on va rentrer dans un fait un peu polémique peut-être, colonel Hogar, même si ce n'est pas nécessairement, vous êtes un militaire, votre spécialité, néanmoins certains sont mis en cause, et bien dans notre famille politique. Comment expliquez-vous qu'une certaine droite qui se prétend patriote peut aujourd'hui défendre justement cette extrême droite israélienne? Alors quand ça vient de... Alors sachant que vous avez deux courants, vous avez un courant qui est plutôt laïcard, et c'est assez drôlatique de voir ces gens soutenir des partis confessionnels, hein, ou des partis dont l'extrême droite est aussi confessionnelle et ultra-religieux, tels que le mouvement de Ben Gvir, mais peut-être sont-ils financés par ce type de mouvement, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Et puis ceux qui sont plutôt la droite catholique, la droite chrétienne, et qui est très favorable à l'État d'Israël et au pouvoir israélien actuel, surtout, j'insiste. Par exemple, Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen qui non seulement se pâme du drapeau européen dont elle voit un voile marial, mais qui en plus, donc, tout comme Jordan Bardella pour le Rassemblement national, eh bien, on les sait et le Rassemblement national en général, très favorable à Israël et à l'Israël de Netanyahou, en disant nous serions bien inspirés d'agir comme le font les Israéliens aujourd'hui. Oui, je suis le premier à regretter ces prises de position, hein, qui sont à mon avis des contresens historiques et géopolitiques profonds et diplomatiques, parce que ça amène évidemment après derrière des prises de position diplomatiques qui sont à mon avis totalement fausses et graves. La raison, à mon avis, elle est que l'on confond. Il n'est pas question de remettre en cause la longue errance du peuple juif à travers l'histoire, et en particulier le martyre subi en Allemagne et ailleurs en Europe, parce que ça avait commencé même bien avant, par exemple en Ukraine, hein, dans les années précédant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, dans ces fameux pogroms, qui étaient là pour le coup de réels pogroms. De réels pogroms. Il faut revenir à des... Vous savez, il y a eu cette émission remarquable entre Simone Veil, dont je ne partage pas pour le reste un certain nombre de ses positions, évidemment, en particulier pour l'avortement, mais avec ce prêtre catholique qui a beaucoup travaillé sur la question des pogroms en Ukraine avant la guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, et où finalement il y a eu des massacres de juifs épouvantables dans des conditions terribles. Et puis il y a eu ensuite la Shoah, évidemment, etc. Alors je pense qu'on a une espèce de complexe vis-à-vis de ça. C'est la rente de la Shoah sur laquelle jouent aujourd'hui Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir. Comme vous avez au Rwanda M. Kagame qui joue sur la rente du génocide de 1994 pour faire 8 millions de morts derrière, qui lui sont imputables à mon avis. Donc on a un vrai sujet qui est énorme, hein, qui peut susciter beaucoup d'opposition à ce que je dis, j'en suis parfaitement conscient, mais je le dis en connaissance de cause. Et donc je pense qu'il y a... et puis le réflexe, je dirais, catholique post-Vatican II,
entre guillemets, eh bien, les Juifs sont nos frères aînés dans la foi, Oui. etc., Ouais. etc. Bon, Ouais. je ne vais pas commencer un débat théologique ici, Non, non. mais vous savez, quand vous relisez les évangiles, vous avez la mise à mort de Jésus, votée par le peuple, non pas Barabbas, mais Jésus, et puis après tout, son sang sur nous et sur nos enfants. Alors nous, catholiques, ça nous impacte, parce que c'est dans les évangiles, voilà. Et je ne porte pas de jugement, et je ne leur souhaite pas de mal. J'ai des Non, amis... mais je pense que vous en avez certains des chrétiens en peau de lapin, soi-disant patriotes. Je pense à Zemmour qui voit, à mon avis, le christianisme, c'est très bien, mais c'est mieux sans les évangiles. Ben peut-être, mais c'est pas le christianisme. Je suis désolé. Ouais. Voilà. Ah non, Je suis pas c'est le christianisme. judaïsme. Voilà, c'est le Voilà, judaïsme, qu'ils mais le disent. Voilà. qui a le droit de citer. Mais le judaïsme, encore une fois, n'est pas le sionisme. Non C'est deux plus, choses non plus, différentes. non plus. Donc il faut bien dire les choses comme elles sont, à mon En avis. tout cas, on constate que, contrairement à certaines vilaines critiques, des personnes comme vous ne recyclez pas un quelconque fond antisémite derrière ce rejet du sionisme et du sionisme Mais révisionniste. bien sûr que non, je n'ai rien d'antisémite, voilà. parce que, en particulier, j'aime mon prochain, enfin j'essaye d'aimer mon prochain, et j'aime les Palestiniens comme j'aime les Lettons, les Sud-Africains ou les Ivoiriens. Je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Mais une chose que je voulais dire aussi, vous voyez, les gens ont des idées tellement fausses. Les mêmes gens qui vont en Israël soutenir ce régime, qui est un régime, à mon avis, criminel aujourd'hui, ces gens qui vont soutenir ce régime sont les mêmes qui vont en Arménie pour soutenir l'Arménie. Eh bien, ils se trompent complètement. Parce que là, oui. Qui soutient l'Arménie aujourd'hui, le plus efficacement au plan militaire en particulier, c'est l'Iran. Oui, l'Iran des mollahs. Bon. C'est vrai. C'est tellement vrai. Et quand le Haut-Karabakh... Et Israël soutient l'Azerbaïdjan, qui est l'ennemi juré, le persécuteur de l'Arménie. Et vous avez raison de dire ça, et je vais même plus loin. Je suis allé, moi, en Arménie, ça fera 3 ans en septembre, au moment de la conquête et de l'épuration ethnique du Haut-Karabakh par les Azéris, les Azerbaïdjanais. Bon. À ce moment-là, le président azéri, Ilham Aliyev, a publiquement remercié Netanyahou, Tsahal et le Mossad de l'aide décisive qui leur avait été apportée pour la conquête du Haut-Karabakh et son épuration ethnique. Il faut rappeler ces choses-là parce que beaucoup de nos concitoyens l'ignorent, mais ça c'est la vérité. C'est l'histoire, et on peut le retrouver facilement. Aujourd'hui, on a tous les moyens d'information. Quand on traque la véritable information, on la retrouve. Et donc, il faut arrêter d'avoir des idées simples et toutes faites sur tous ces problèmes qui sont des problèmes graves, mais qui font appel à un petit peu de réflexion, un petit peu de culture générale, un petit peu d'évaluation dans tous les domaines. On est tout à fait d'accord, mon colonel. Un auditeur, mon colonel, quelle est l'importance dans l'échec de l'armée américaine due à l'éloignement de ses bases par rapport au théâtre d'opération hors porte-avions? La France, elle, possède des bases dans le monde via les DOM et les TOM. Que pensez-vous de cet avantage français? Oh, écoutez, d'abord les Américains ont des bases partout. Ont des bases partout. Si vous regardez si vous faites apparaître des petits drapeaux américains là où il y a des bases américaines partout dans le monde, vous êtes sidérés. C'est la première puissance qui s'est projetée dans le monde, partout dans le monde, et avec des zones d'intérêt bien précises. Hein. Le Moyen-Orient en est une. L'encerclement de la Russie par les bases américaines n'est pas un rêve. Hein. C'est l'affaire du Kosovo en 1999, c'est la Bulgarie, c'est la Roumanie qui est d'actualité, c'est la Moldavie qui est d'actualité, tout ça c'est orchestré parfaitement. Alors ça c'est pour dire que les Américains ont largement, développé ce concept des forces prépositionnées. Simplement à un moment donné, avec l'évolution
de la guerre, en particulier des capacités missilières qu'on évoquait tout à l'heure, et de l'agression israélo-américaine en Iran, leurs bases américaines de la région en ont fait les frais. Hein. Et leur personnel aussi, il y a un certain nombre de tués, de blessés, qui sont rentrés ou traités dans les hôpitaux américains en Allemagne ou aux États-Unis aujourd'hui, mais ça c'est la réalité des choses. Pour ce qui est nous, Français, vous savez, nos bases à l'extérieur, il y en a plus 50, hein. Il y en a plus beaucoup. Hein. Il nous reste, on a énormément diminué notre présence militaire en Afrique, suite à ce qu'on a appelé l'éviction française d'Afrique francophone, qui s'est produit il y a quelques années maintenant. Il reste des points d'appui, mais très modestes. Hein, que ce soit, on a fermé notre base à Port-Bouët en Côte d'Ivoire, par exemple, qui a été rendue à l'armée ivoirienne. Même chose au Sénégal, même chose. Alors, il nous reste Djibouti, où nous coexistons avec une base américaine très importante, qui est 4 fois supérieure à la nôtre, et une base chinoise, parce que les Djiboutiens, anciens territoires français, des Afar et des Issa, dont le président est reconduit pour la xème fois à la tête de ce petit pays d'Afrique orientale, a très bien compris l'intérêt financier qu'il pouvait tirer de la présence des grandes puissances. Donc il nous met en compétition. Alors on a la France avec nos moyens réduits, l'Amérique avec des moyens beaucoup plus importants, et puis la Chine avec des moyens également plus importants. Voilà, mais en réalité, la présence française aujourd'hui, alors on a des porte-avions, je pense à la Nouvelle-Calédonie, qui est un porte-avions, et qui est l'objet de profondes tentatives de sécession et d'abandon de la part de la métropole. D'abandon, oui. Oui, d'abandon, dans des conditions qui mériteraient d'être éclairées. D'ailleurs, il y aurait une émission spéciale à faire sur la Nouvelle-Calédonie, hein, à mon avis. Oui, on aimerait savoir. Pour informer mais bien sûr. Le pouvoir politique dans la métropole française à vouloir absolument livrer à des concurrents la Nouvelle-Calédonie. On peut se demander ce qu'il y a derrière. Quel type de corruption se cache derrière. Et on parlait de l'Azerbaïdjan à l'instant, qui ne porte guère la France dans son cœur. Elle est au travail en Nouvelle-Calédonie vis-à-vis du mouvement indépendantiste, hein, violent. Oui. Hein. Elle arme militairement, si je puis dire, ces mouvements indépendantistes violents. Hein. Bon, on pourrait en parler, il y a la Polynésie, etc., mais en réalité, la France à l'extérieur, c'est nos dom-toms. C'est ce qui reste de nos dom-toms. On les appelle plus comme ça aujourd'hui. Voilà. Et puis la base de Djibouti, qui est une exception. Mais c'est donc très modeste, en fait. Hein. C'est pas suffisant pour la France, qui est selon les manières d'évaluer les choses, le premier ou le deuxième espace maritime au monde, hein, où nos moyens navals sont dérisoires par rapport aux besoins. Réel, voilà, d'affirmation de notre souveraineté, de notre présence. Tout ça dans un objectif de paix, parce que la France n'est pas un pays agressif et un pays guerrier. La France est un pays dont l'équilibre et la paix sont des objectifs naturels, si je puis dire. Voilà, donc il faut quand même dire ça. Une auditrice, bonjour, c'est l'impérialisme US qui a mis les mollahs à la tête de l'Iran. Le Shah a essayé de l'extirper de leur gouvernance par le biais du non-alignement. Le Parti communiste était prêt à prendre le pouvoir. Les US ont fait barrage. Ça, c'est pour rappeler que ce régime de l'âge de pierre dont parle Trump concernant l'Iran, eh bien, ce sont eux qui ont installé justement les mollahs au pouvoir en Iran. Vous êtes d'accord avec ça On va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que les relations de l'Iran avec le monde occidental sont compliquées, tumultueuses, mais bien avant 1979. Mossadegh a été l'objet d'une conspiration occidentale parce qu'il était tout simplement nationaliste et qu'il entendait que les compagnies pétrolières étrangères soient un peu plus discrètes et un peu moins gourmandes par rapport aux ressources naturelles de l'Iran. Alors c'est un sujet ancien. Quant au Shah lui-même, je pense qu'il était malade et fatigué quand ces événements sont survenus. Il voulait occidentaliser son pays et je pense qu'il s'est heurté à une résistance populaire profonde dans les campagnes en particulier, qui subsiste, hein.
faut pas se tromper, hein. Les mouvements pro-occidentaux en Iran, quand ils ont lieu, c'est dans les grandes villes, et surtout Téhéran. En réalité, quand vous allez dans les campagnes, les gens sont très conservateurs et traditionnalistes, hein, très accrochés à leur religion, leur foi chiite, leur culture. Donc, oui, les services américains, depuis tout temps, se mêlent des affaires étrangères des pays qui les intéressent, pour en changer les régimes au gré de leurs intérêts réels ou pas compris d'ailleurs du moment. Voilà, mais il n'y a rien de nouveau en fait. Et donc aujourd'hui, leur acharnement contre ce régime honni en Occident des mollahs, des ayatollahs, vient du fait que c'est un régime qui leur résiste. C'est un régime souverain, indépendant, c'est tout. La réalité, elle est là. Le reste, les considérations, je peux vous dire que je suis persuadé que ça n'intéresse pas beaucoup les Américains, les néoconservateurs, les démocrates, les républicains qui succèdent au pouvoir et qui, en fait, donc une idée, c'est leurs intérêts de puissance stratégique et économique. Oui, le reste n'étant que prétexte. Il y a encore plusieurs questions. Il va falloir répondre de façon un peu courte, mon colonel, Oui. pour qu'on puisse toutes les On va poser. essayer. Merci pour cette émission passionnante, nous dit cet auditeur. J'aurais aimé connaître l'avis du colonel Hogar sur les risques d'utilisation de l'arme nucléaire par la coalition USA-Israël. C'est un vrai sujet. Je vais vous dire, je pense que Israël, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dispose de l'arme nucléaire, qui n'est pas une arme nucléaire autorisée, Israël n'a signé aucun accord international sur la limitation des armes nucléaires, etc. Donc Israël est un détenteur clandestin de l'arme nucléaire, mais elle détient l'arme nucléaire, tout le monde le sait, et elle peut être tentée évidemment de l'employer en Iran si elle n'arrive pas à ses fins par d'autres voies. Simplement, elle a quand même un contrôle. Alors c'est un double contrôle, c'est dans les deux sens, mais on dit qu'Israël contrôle les États-Unis, mais les États-Unis contrôlent Israël. C'est un espèce d'arrangement évident. Donc je ne suis pas sûr quand même que malgré sa folie croissante, le pouvoir américain, Trump ou J.D. Vance, autorise un déploiement de forces nucléaires israéliens en Iran. Ce serait forcément d'un usage limité, mais gravissime, et entraînant probablement d'autres événements de même nature, je pense. Donc on est dans un engrenage à ce moment-là fatal. Voilà. Donc j'espère de tout cœur que cette hypothèse restera dans des cartons. Tout à fait. Merci mon colonel. Question, merci pour cette émission. Je suis complètement d'accord avec l'analyse du colonel Hogar, mais comment expliquer l'enrichissement de l'uranium à 60%? Y aurait-il un lien avec la fissuration destinée à produire de l'électricité? Bon, moi, ma réponse, c'est que l'Iran a voulu être une puissance nucléaire du seuil, c'est-à-dire ne pas atteindre la masse critique permettant la production, mais s'en rapprocher. Ça, mais peut-être avez-vous une autre interprétation, colonel? Non, je suis d'accord avec vous. Je pense aussi que dans l'esprit des Iraniens, détenir cette... alors, je mets des guillemets à arme, hein, cette arme de l'uranium enrichi à 60%, est un élément très important de négociation, voilà, et de pression. Attention, j'ai cet uranium à hauteur de 60%, enrichi à hauteur de 60%. Donc je suis capable de faire des choses. Voilà. C'est une arme de négociation, à mon avis. C'est stratégiquement, je pense, l'idée qu'ils avaient ou qu'ils ont derrière la tête. Mais je peux me tromper, bien sûr. Merci mon colonel. Notre collaborateur, notre trait d'humour du livre journal de géopolitique profonde, nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous et il ne manque aucune émission de ce livre journal avec ses saillies, ces fameux quatrains, les quatrains de Michel Dumas.
qu'il nous réserve toujours pour la fin de l'émission et que je vous livre tel quel, à l'appréciation aussi du colonel Hogarth. Eh bien, Donald perd-il la tête? Un génie incompris. Ou Dandin compensant à tort pour incompris. Groggy le bec dans l'eau car chaque acte a son prix. Pour ce canard boiteux humain, il faut qu'on prie. Et oui, nous sommes chrétiens, il nous faut prier. Il nous faut prier, peut-être autrement que le fait Paula White, l'évangéliste, Oui. qui électrise les Trump et son clan. Dans le bureau ovale. Dans le bureau Voilà, ovale. dans le bureau ovale. Mais Ouais. il faut prier pour Trump avec un dessin particulièrement savoureux que nous envoie notre ami Michel Dumas, où nous voyons en effet le McDonald's de Trump. On sait qu'il a dernièrement reçu une livraison de McDo pour une question liée au pourboire. C'était de la publicité politique. Il mange des McDo et des frites, Trump. Sa taille s'en ressent d'ailleurs. MAGA avec le M de McDo. Alors, il faut prier pour Trump. Ça sera la question finale. Il reste même pas une minute, mon colonel. On est chrétien ou on l'est pas, on est catholique ou on l'est pas. Oui, il faut prier, il faut prier. Il faut prier d'abord pour la paix du monde. Et il y a une arme redoutable pour ça, c'est le chapelet. Hein. Je ne fais pas de prosélytisme, mais je le dis. Voilà. Et puis, il faut prier pour ses ennemis, ou pour les ennemis de la paix, ou les ennemis de l'équilibre du monde. Donc oui, bien sûr, il faut prier pour que le Saint-Esprit inspire davantage M. Trump, M. J.D. Vance et les autres. Voilà, et Netanyahou, si possible, évidemment, et son trio, et le trio infernal d'Israël. Merci pour ces dernières paroles de sagesse, mon colonel. Cette émission s'achève de Libre Journal de Géopolitique Profonde. Merci de votre intervention. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Et je vous dis, pour ma part, à mercredi prochain. On a une émission mercredi, 19h30, Libre Journal de la Résistance française. Merci à tous.